Nous sommes maintenant dans l'interprétation. Donc, tout ce que nous avons dit dans l'analyse, on va vérifier dans notre interprétation. Donc, on va commencer comme d'habitude par le premier croisement. Donc, premier croisement, on va croiser donc des parents. Donc, P1 croisé avec P2. Donc, phénotype. Donc, le phénotype, donc, corolle typique rouge, croisé avec corolle régulière et blanche. Donc, génotype, donc grand T, grand R, petit t, grand B. La gamète, on a 100% de grand T, grand R, 100% de petit t, grand B. Donc, fécondation. Donc, on va les unir et on va obtenir grand T, petit t, grand B, grand R. Ce qui nous donne en F1 100% de corolle typique rose. Donc, c'est conforme. On va écrire ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. Donc, on va passer au deuxième croisement. Donc, parents. Donc, on va en prendre F1, on va croiser. Donc, phénotype. Donc, c'est le même phénotype là. Donc, grand T, BR, grand T, BR, c'est-à-dire corolle typique, fleur et rose, corolle typique rose. Donc, génotype, c'est des hybrides, donc on va avoir grand T, petit t, BR, grand T, petit t, et puis BR. Les gamètes, on va avoir 4 types. Donc, un quart de grand T, grand B, un quart de grand T, grand R, un quart de petit t, grand B, et un quart de petit t, grand R. Ici aussi, on va avoir un quart de grand T, grand B, un quart de grand T, grand R, un quart de petit t, grand B, et un quart de petit t, grand R. Donc, on va procéder ensuite à la réalisation de l'échiquier de croisement. Donc, on va faire l'échiquier de croisement. Donc, nous avons maintenant l'échiquier de croisement où nous avons les différentes fécondations possibles avec les proportions. Donc, en faisant un bilan, nous retrouvons donc
les fleurs à corolle typique rose. On compte. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez que j'ai mis des plus là-bas. Les plus là, c'est pour pouvoir identifier. Mais si c'est à l'examen, à la fin, il faut gommer ça. Il ne faut pas laisser vous cocher au crayon pour pouvoir bien compter. Avec des plus, là vous voyez plus, ça veut dire que c'est corolle typique rose. Donc, je trouve 6 16e. 6 16e correspondant à un pourcentage de 37,50%. Ensuite, j'ai les fleurs à corolle typique blanche. Donc, je comptabilise. J'ai mis ça par une croix. Donc, 1, 2, 3. 3. Voilà, je n'en vois plus. Donc, ça fait 3 16e, ce qui correspond à 18,75%. Ensuite, on continue avec les fleurs à corolle typique rouge. Et je pense que j'ai marqué ça par un point. Voilà, donc là où il y a point, 1, 2, 3. Donc ça fait 3 16e, ce qui correspond également à 18,75%. Ensuite, je continue avec mes décomptes. Je passe maintenant aux corolles régulières. Donc les corolles régulières roses, j'ai marqué ça par un moins. Donc, corolle régulière rose, j'ai marqué ça par un moins. Donc, je compte, puisque ici, pratiquement tout, ça fait 1 et puis 2. Voilà, donc 1, 2, donc ça fait 2 16e, correspondant à 12,50%. Ensuite, je passe aux corolles régulières blanches. J'ai marqué ça, les corolles régulières blanches, par un moins encerclé. Voilà, donc je compte, ça fait 1 et je vois corolle régulière blanche, je n'ai que 1. Voilà, il n'y en a pas d'autres. Donc ça fait 1 sur 16, ça correspond à 6,25%. Et enfin, j'ai la corolle régulière rouge. Quand je regarde, j'ai marqué ça par plus encerclé. Donc je vois qu'il y a 1 16e également, ça correspond à 6,25%. C'est ce qui me donne le bilan. Maintenant, si je compare ça aux résultats expérimentaux qu'on a obtenus, je vois qu'il y a conformité. On obtient les mêmes proportions avec les mêmes types de fleurs. Donc, ce qui nous permet de dire que ces résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux et on procède maintenant à la conclusion. Donc, dans la conclusion, on va tout simplement dire que dans les deux croisements, les résultats théoriques et expérimentaux sont conformes, ce qui veut dire que l'hypothèse est vérifiée. Ça signifie aussi que nous sommes bel et bien dans un cas de dihybridisme à gènes autosomaux indépendants avec dominance pour un caractère et codominance pour le deuxième caractère. Ce qui met fin donc à ce chapitre qui porte sur les lois statistiques de la transmission des caractères, les lois de Mendel. Donc nous retenons que Mendel a émis 3 lois à la suite de ses travaux. Donc il y a la première loi, c'est la loi de l'uniformité de la F1 qui dit que lorsque on croise 2 individus de lignée pure, 2 individus homozygotes, on a toujours une F1 homogène. Ça, c'est sa première loi. La deuxième loi de Mendel, c'est la loi de l'uniformité, si vous voulez, la pureté des gamètes. La loi de la pureté des gamètes qui dit que les gamètes sont toujours à l'état pur. Donc, un gamète est toujours représenté par un seul représentant du gène, si vous voulez, un allèle. Un gamète ne peut pas être représenté par 2 allèles différents pour un même gène. C'est un seul allèle, un seul représentant du gène qui va donc constituer un gamète. Bien sûr. Ensuite, la troisième loi, c'est la loi de la ségrégation indépendante des couples d'allèles. Et cette loi s'applique dans le cas du dihybridisme lors de la formation des gamètes de l'individu hybride. Hein, de l'individu, si vous voulez, dihybride. Voilà, puisqu'il faut que ça soit 2 fois hybride. Donc, lors de la formation des gamètes, il y a séparation des couples d'allèles et chaque allèle d'un gène se retrouve indépendamment avec l'un ou l'autre allèle, bien sûr, de l'autre gène, ce qui va nous donner 4 possibilités, ce qui permet d'écrire les proportions 1 quart, 1 quart, 1 quart pour les 4 types de gamètes dans le cas du dihybridisme.
donc la formation des gamètes de l'individu hybride, sinon dit hybride F1. Voilà, donc c'est ce qui met fin donc à ce chapitre. Donc, j'espère que vous avez bien suivi et je vous souhaite une bonne compréhension. Voilà, je vous remercie. Donc, il y aura des exercices pour appuyer tout ça par la suite, puisque ça même déjà, c'est des exercices qu'on a traités, mais par la suite, on va encore ajouter d'autres exercices pour une meilleure compréhension. Donc, je vous remercie.